Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de votre programme Afrique pour ce jeudi, le 12 février 2026. On commence tout de suite avec cette information. Les nouveaux ministres du gouvernement de Moustapha Madbouli ont prêté serment devant le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, au palais présidentiel d'Héliopolis, au Caire. Ce remaniement ministériel marque un profond renouvellement de l'exécutif avec 19 changements majeurs. Il est distingué par la nomination du vice-premier ministre chargé du pôle économique, le redéploiement de 4 ministres vers de nouveaux portefeuilles, ainsi que l'entrée de 14 nouvelles personnalités à la tête du département ministériel. L'Égypte accueille, chers téléspectateurs, la première édition du sommet et du salon AI Everything du Moyen-Orient et de l'Afrique, ce qui témoigne de son engagement à devenir la plateforme régionale d'innovation, d'investissement et de développement des talents moteurs de la transformation numérique grâce à l'intelligence artificielle. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le ministre des Communications et des Technologies de l'Information, l'ingénieur Rafat Hindi, a souligné les efforts déployés par son ministère pour développer diverses applications nationales exploitant les technologies d'intelligence artificielle dans différents secteurs. Cette déclaration a été faite au nom de l'ingénieur Rafat Hindi par l'ingénieur Ahmed Azzer, directeur général de l'Agence pour le développement de l'industrie des technologies de l'information ITIDA, lors de l'ouverture du sommet et salon AI Everything Moyen-Orient et Afrique. Cet événement se déroule en Égypte sous le parrainage du président Abdel Fattah el-Sisi et il est organisé par le réseau mondial GITEX en partenariat stratégique avec l'ITIDA. Le sommet et salon d'intelligence artificielle au cœur du Moyen-Orient et de l'Afrique se tient les 11 et 12 février au Centre international des expositions d'Égypte. Il réunit des décideurs de premier plan, des dirigeants d'entreprises technologiques internationales, plus de 100 investisseurs, experts, spécialistes et entrepreneurs issus de plus de 30 pays. Il s'agit du principal événement technologique mondial au Moyen-Orient et en Afrique et du premier événement mondial entièrement consacré à l'intelligence artificielle organisé cette année. Il a souligné que cette approche permet de concrétiser l'intelligence artificielle en valeur ajoutée tangible pour l'Égypte numérique. Il a également mis en lumière le rôle de l'Égypte dans l'élaboration des stratégies arabes et africaines en matière de l'intelligence artificielle, affirmant que l'organisation du premier sommet régional sur l'intelligence artificielle au Caire témoigne du rôle pionnier de l'Égypte au niveau arabe et africain. Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amira Hussein, qui est experte en développement durable. Bonjour. Bonjour.
Alors, premièrement, docteur Amira, quand on parle de ce forum ou ce sommet et du salon AI Everything au Moyen-Orient et de l'Afrique, que représente l'accueil de l'Égypte de ce sommet au niveau du Moyen-Orient et de l'Afrique? J'aimerais vous dire que l'Égypte fait partie des premiers pays africains qui ont déjà élaboré leur stratégie et ont lancé leur stratégie de l'IA depuis 2019. En effet, l'Égypte a le plaisir et l'honneur de présider le comité chargé de la télécommunication au sein de l'Union africaine. Oui. Et a lancé il y a 2 ans une coopération avec, au nom de l'Union africaine avec l'Organisation européenne pour le développement économique et pour essayer de formuler une voie africaine pour la gouvernance de l'intelligence artificielle. Ainsi, l'Afrique ne va pas perdre sa voix au niveau international à l'élaboration de toute convention ou tout accord concernant la gouvernance de l'intelligence artificielle sur l'échiquier international. Et l'Égypte fait partie également des pays africains qui ont déjà établi une infrastructure ferme qui peut servir comme un hub pour que ce soit comme un hub, surtout la position géostratégique de l'Égypte, parce que elle est au cœur de la traversée des câbles de l'Internet dans le monde entier. Parfait. Alors l'Égypte, oui. Oui. Docteur Amira, comment ce sommet peut-il contribuer au renforcement de la coopération arabe et africaine dans le domaine de l'intelligence artificielle? En effet, ce sommet-là a invité des startups, des intéressés, des créateurs de tout part du monde et également n'a pas oublié également les étudiants. Ceci a été annoncé il y a quelque temps. Nous fournissons l'opportunité ou donnons l'opportunité aux différents invités de l'Égypte pour venir y participer. Surtout qu'il ne s'agit pas seulement d'un salon, mais surtout qu'il y a des ateliers où il y a des hands-on ou des participations actives et interactives avec des certificats à obtenir à la fin de ces jours qui fourmillent, qui me permettent de dire d'activités. Alors on ne peut pas savoir où donner la tête si vous allez consulter l'agenda, vous n'allez pas savoir où vous pouvez donner la tête. Alors toute séance est intéressante, que ce soit cybersécurité, que ce soit éducation, que ce soit sécurité. L'IA maintenant est dans les différents domaines de la vie. Quand on parle de ce sommet, comment ce sommet peut-il contribuer à attirer des investissements directs étrangers dans le secteur de la technologie et de l'intelligence artificielle en Égypte? Comme je vous ai dit que d'abord la main-d'œuvre de l'Égypte est très qualifiée, Oui. très qualifiée. Et également, le ministère de la Télécommunication a établi un institut national pour la technologie, une université que j'invite tout le monde à consulter le potentiel de cette université pour y intégrer leurs enfants, parce que c'est très intéressant, cette université et cette faculté de la technologie. Alors, l'attraction des investissements est basée sur 2 volets. D'abord, la main-d'œuvre qualifiée, les cadres qualifiés, et nous sommes dotés d'une ressource humaine très riche et une infrastructure capable d'aller de pair avec cette évolution. Et grâce à Dieu, l'Égypte a eu cette vision et a développé son infrastructure en fibre optique avec Internet de très haute capacité, surtout que notre site géographique, comme je vous ai dit, nous favorise parce que nous sommes au carrefour de trois anciens continents et tous les câbles passent par la Méditerranée allant à la mer Rouge. Alors nous sommes au carrefour nous pouvons bénéficier de ces câbles et nous pouvons également les transmettre, du coup, fournir un passage terrestre vers les pays africains qui n'ont pas accès
à la Méditerranée ou qui n'ont pas dans la voie des Cap. Parfait, docteur Amira Hussein, experte en développement durable. Je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Conformément aux directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, le chef de la diplomatie, Badr Abdelati, a présidé une séance du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine consacrée aux situations au Soudan et en Somalie. Abdelati a réaffirmé le plein soutien de l'Égypte à l'unité et à la souveraineté territoriale du Soudan, condamnant les violations des milices et appelant à une trêve humanitaire, un cessez-le-feu durable et à l'acheminement de l'aide humanitaire. Il a également passé en revue les initiatives égyptiennes pour favoriser le dialogue et coordonner les efforts régionaux et internationaux en faveur d'un règlement politique. Concernant la Somalie, le chef de la diplomatie Badr Abdelati a salué les progrès dans la construction des institutions de l'État et réaffirmé le soutien de l'Égypte à l'unité du pays, rejetant toute ingérence extérieure ainsi que l'établissement de bases militaires par les États non riverains de la mer Rouge. Il a également insisté sur la nécessité de soutenir la lutte contre le terrorisme et d'assurer un financement durable à la mission africaine en Somalie. Et l'intensification des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide SSR dans les environs de la ville d'Al-Obeid, capitale de l'État du nord du Kordofan, aggrave la situation humanitaire dans le pays. C'est ce qu'ont rapporté des médias locaux. Pour plus de détails, voici un commentaire. Selon des sources locales, les combats se sont de nouveau intensifiés ces derniers mois autour de la ville d'Al-Obeid, avant de s'étendre aux zones rurales environnantes, provoquant une paralysie quasi totale des déplacements. La mobilité constitue un pilier du mode de vie des communautés bédouines qui dépendent depuis des siècles de la transhumance entre les pâturages et les marchés. Ainsi, de nombreux éleveurs sont désormais menacés de perdre leur bétail et leurs moyens de subsistance en raison de la prolifération des groupes armés, des coupures de route et de la recrudescence des pillages sur fond de tensions à caractère ethnique. Dans ce contexte, les répercussions humanitaires du conflit s'accélèrent. Les estimations des Nations Unies font état du déplacement d'environ 14 millions de personnes à cause du conflit en cours, parallèlement à une aggravation de l'insécurité alimentaire, à la propagation d'épidémies et à une détérioration de l'accès aux services de base. Selon des observateurs locaux, les effets du conflit ne se limitent plus aux affrontements militaires, mais touchent désormais les fondements de la vie sociale et économique, notamment les modes d'utilisation des terres, les couloirs de migration du bétail et les équilibres traditionnels entre les communautés, faisant craindre des conséquences durables sur la stabilité du pays. Par ailleurs, des experts ont mis en garde contre l'aggravation de la fragilité du tissu social en raison de la montée des discours de haine et de la persistance de l'impunité, tandis que des organisations de défense des droits humains accusent les FSR de violations graves à caractère ethnique, en particulier dans la région du Darfour. Et la Libye a accordé ses premières licences d'exploration et de production pétrolière depuis 17 ans, marquant un retour progressif à la stabilité dans un secteur stratégique fragilisé par plus d'une décennie d'instabilité politique. Cette décision symbolise le rétablissement de la confiance et la reprise du fonctionnement institutionnel dans l'un des secteurs clés du pays. Les autorités ont promis intégrité, transparence et maximisation des revenus nationaux. La Libye, qui détient les plus importantes réserves de pétrole d'Afrique, estimées à 48,4 milliards de barils, produit actuellement environ 1,5 million de barils par jour. L'objectif affiché est d'augmenter la production de 850 000 barils supplémentaires par jour au cours des 25 prochaines années avec le soutien d'investissements internationaux.
Et une mission archéologique conjointe égypto-américaine a achevé les travaux de restauration et de remise en place de la statue du roi Ramsès II sur le site d'Al-Ashmounine dans le gouvernorat de Minya. Pour plus de détails, voici un commentaire. Une mission archéologique conjointe égypto-américaine a achevé les travaux de restauration et de mise en place de la statue du roi Ramsès II sur le site d'Al-Ashmounine dans le gouvernorat de Minya, selon un communiqué publié par le ministère du Tourisme et des Antiquités. Ce repositionnement est le point d'orgue d'un projet scientifique engagé en 2023. Après la découverte de sa partie supérieure en février 2024, le buste a été réuni avec sa base découverte un siècle plus tôt. Le colosse trône désormais à son emplacement d'origine devant l'entrée nord du temple, lui redonnant sa physionomie antique. La statue mesure environ 6,7 mètres de hauteur après restauration et pèse plus de 40 tonnes, a précisé Mohamed Abdelbadia, chef du secteur des antiquités égyptiennes. Sculpté dans le calcaire, l'ouvrage se compose de 4 sections, le corps divisé en deux, une base de 3 blocs massifs et des fondations inférieures. Ce colosse qui représente Ramsès II assis est l'un des 2 seuls exemplaires connus dans la zone nord du temple. Sa posture illustre la finesse et la démesure de l'art statuaire sous la 19e dynastie. Ce projet pérennise ainsi un symbole fort de l'histoire égyptienne tout en renforçant les liens de recherche mondiaux. Et c'est ainsi, chers téléspectateurs, que prend fin notre édition d'aujourd'hui de votre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et je vous donne demain rendez-vous pour une nouvelle édition. Au revoir.